Quand on est entrepreneur, ça va jamais assez vite. On maîtrise à 100% nos appros en termes de matières premières. On est une brasserie avec des convictions et on est fidèle à nos convictions. On vend du bonheur quelque part, enfin, des bons moments de sa vie. En fait, les meilleurs moments pour innover et pour investir, c'est les périodes de crise. Une entreprise qui dort est morte. On n'apprend pas à être entrepreneur. Il n'y a pas d'école pour devenir entrepreneur. Ça n'existe pas. Bienvenue dans Irrésistible, l'émission qui va au-devant des personnes de talent et des entreprises innovantes. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Charin, qui est le fondateur et créateur de Les Brassés, une brasserie artisanale urbaine depuis 2016 à Nantes. Je dis pas de bêtises? C'est bien ça. C'est bien ça. Et c'est aussi justement le gérant d'une entreprise avec bar, restaurant et brasserie. Tout à fait. Bienvenue Gabriel. Merci de m'inviter à cette émission. Puis merci de nous accueillir dans ce cadre qui est vraiment magnifique. J'aimerais on va aller directement dans le vif du sujet et j'aimerais savoir pourquoi la bière, quoi. Est-ce que tu as toujours été là-dedans? Est-ce que tu as baigné dedans? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais petit? Ouais. Ou justement, à un moment dans ton parcours, tu as été vers ça? J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un truc en lien avec les spiritueux ou l'alcool initialement. Et pourquoi tu as viré sur la bière? C'est une bonne question. Moi, en fait, j'ai un parcours assez atypique puisque je ne suis pas du tout issu du milieu brassicole. Moi, je suis né plutôt sur un domaine viticole dans le Beaujolais. Ok, c'est ça. Ouais, j'avais vu qu'il y avait plutôt du vin à la base. Donc, ouais, la base de mon éducation, on va dire, vis-à-vis de ça, c'est plutôt le vin. Moi, j'ai grandi sur un domaine viticole et clairement, dans le Beaujolais, la bière, bon, ça restait le tirage pression dans le bar. On en a bu étant jeune, bien entendu, mais c'était loin de la brasserie artisanale. Encore que je suis né à Villefranche-sur-Saône et c'est un des endroits en France où il y a eu le premier brewpub dans ce sens-là, un peu dans le même état d'esprit que les Trois Brasseurs, sans vouloir les citer. Et Ninkasi, qui est une des plus anciennes brasseries, salle de concert et brasserie à Lyon. Et donc, il y a pratiquement 30 ans aujourd'hui. Donc, je suis né dans le Beaujolais, j'ai plutôt issu du domaine viticole. Après, moi, j'ai pas évolué beaucoup dans le vignoble, mais plutôt dans l'automobile en tant que mécanicien. Donc, une autre discipline. Donc tu fais des grands écarts, etc. Et ensuite, j'ai été entrepreneur depuis que j'ai 26 ans, donc ça fait 21 ans bientôt. Je laisse calculer mon âge. Est-ce que tes parents étaient plutôt entrepreneurs? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'entrepreneuriat qui, des fois, peut être un peu casse-gueule ou difficile, ou en tout cas, on va vers l'inconnu, quoi? Ouais, mes parents, moi je suis né dans une famille d'entrepreneurs ou d'indépendants dans le milieu médical. Mais en fait, mon oncle était entrepreneur, mon père était entrepreneur, du côté de ma mère aussi. Donc on a quand même cette culture-là de l'entreprise. Maintenant, moi j'ai évolué dans plusieurs domaines. Et puis ce qui m'a amené vers la bière, donc moi la bière artisanale c'était plutôt inconnu pour moi. Et ce qui m'a amené vers ça, c'est le monde viticole, puisque en 2007, je suis retourné faire du négoce dans le viti, et un de mes associés a monté un domaine viticole et a produit de la bière sur son domaine viticole pour, entre guillemets, générer de la trésorerie. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, le domaine viticole, c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde de la brasserie artisanale. Et c'est ce qui m'a amené vers les brassés, donc de créer un lieu. Donc ça a mis 4-5 ans à mûrir dans ma tête. Et puis en 2014, décidé de créer les brassés. Donc un restaurant producteur de bière, donc une brasserie au sens propre. Dès le départ, il y avait le concept là de restaurant et brasseur. Exactement, la brasserie était là dans le restaurant il y a encore 2 ans, et on l'a démontée il y a 2 ans. Et elle était transférée sur un autre site plus important pour produire plus de volume. Ouais, c'est ça, parce qu'au départ, c'est vraiment une pico-brasserie, une toute petite brasserie. Exactement. Et puis, il y a eu de la demande, quoi. La brasserie était dimensionnée pour le restaurant et pas plus. Juste pour le restaurant. Exactement. Okay. On produisait 600 hectos, enfin, on est monté à 600 hectos, mais c'était la consommation quasiment de ce qu'on avait dans le resto. Enfin, bar-restaurant, quoi, puisqu'on est aussi vocation de bar. Et aujourd'hui, c'était pas suffisant, donc il a fallu déplacer la production. Et là, on a dépassé cette année les 2000 hectos de bière produite donc dans le nouveau lieu qui est rue Bélier à 1 km d'ici. Et il y avait cette idée de grandir dès le départ, ou tu voulais juste faire
le resto, ce concept-là, etc. L'idée de départ, c'était quand même de d'être reconnu sur le milieu brassicole. C'est-à-dire, il y avait une vraie volonté de restaurer les gens, c'est-à-dire de faire un lieu de vie où on produit la bière sur place. Mais il y avait aussi une vraie volonté de faire de Les Brassés une marque À part entière. présente vraiment sur dans le marché, sur le marché brassicole. Et l'idée, c'était de ne pas rester uniquement avec une image de brewpub ou de restaurant producteur de bière. Puisqu'on a été sollicité souvent pour reproduire le modèle au niveau dans d'autres villes, hein, à Rennes, à Toulouse, reproduire le modèle Les Brassés comme on l'avait en 2016. Ouais. Mais je me suis refusé à le faire parce que on a aussi une forte Ouais. On a une forte implication et c'est la magie du restaurant. Voilà, c'est ça. On peut se rendre compte qu'il y a une bonne ambiance. Non, mais le but, voilà, c'était vraiment de devenir une marque aussi reconnue par nos pairs au niveau brassicole et de pas rester uniquement un restaurant producteur de bière. Et le modèle, voilà, il est vertueux chez nous puisqu'on est impliqué aussi fortement sur les ressources de matières premières. Okay. C'est ce qui nous a bloqué en termes de développement sur d'autres villes, puisque on maîtrise à 100% nos appros en termes de matières premières. Et 80% de nos matières premières proviennent de 100 km, moins de 100 km de la brasserie. Tout est produit dans le coin, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de rester... Donc si on voulait reproduire le modèle ailleurs, il fallait aussi reproduire le réseau d'appro. Et donc, ça veut dire que c'est pas... Il faut être impliqué en local. Ouais, faut être présent, quoi. Voilà, donc j'ai choisi un autre modèle de développement qui est moins rapide que ce qu'on a pu connaître dans d'autres marques de brasserie. Il y a plein de marques emblématiques aujourd'hui qui ont moins de 10 ans et qui sont devenues des références dans la bière. Mais moi, j'ai choisi de développer de manière plus douce, mais avec plus d'implication et avec des valeurs et avec une implication forte dans les appros, dans la construction de la filière locale, la filière courte. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ces valeurs-là, tu les portes parce que tu les avais déjà avant, parce que pour toi c'est important et tu penses que à l'avenir c'est plutôt judicieux? En fait, on s'est aperçu et le Covid, l'inflation nous a montré à quel point en fait d'aller s'approvisionner on s'est s'approvisionner notamment l'Ukraine. Enfin, on s'est aperçu avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, que l'Ukraine produisait quasiment la moitié de ce que les Européens consomment. Ouais. Donc je pense que tout le monde a été sidéré par le fait de découvrir la capacité industrielle et agricole, puisque une grosse partie des orges brassicoles étaient produites en Ukraine. Ah oui. Et donc, au final, on s'est aperçu que c'était un des moteurs industriels et agricoles pour l'Europe. Et donc, clairement, aujourd'hui, ça a donné du sens au local. Et on s'aperçoit que la ressource en local est beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable que ce qu'on peut avoir quand on s'approvisionne sur des marchés étrangers. Donc, moi, je cite un exemple qui est très simple, c'est que la hausse de nos maltes, nous, on achète des maltes à des agriculteurs bretons avec un accord commercial et avec une équité. Donc, c'est du commerce équitable local. Et nous, nos maltes, ils ont monté d'à peine 10-15% quand les autres prenaient des hausses de 30-40%. Okay. Donc en fait, c'est aussi la force de la ressource en local, c'est que l'équilibre il est déjà en place et qu'on est moins dépendant de l'inflation. Ouais, donc au final, on va dire des process qui se sont mis en place pour réduire les coûts en allant chercher loin, en travaillant à l'étranger. Il y a un retour de bâton aujourd'hui où finalement c'est plus judicieux de travailler en local maintenant, quoi. C'est sûr que, avec l'inflation, ça nous a vraiment montré que le local avait sa force et en plus que les gens étaient attachés à ça. C'est-à-dire que le Covid d'une part, mais aussi l'inflation a fait en sorte que les gens ont pris conscience qu'il y avait des producteurs à la porte de chez eux et que ça servait peut-être à rien d'aller si loin, d'aller chercher à des kilomètres à l'étranger des choses qu'on avait à la porte de chez nous. Ouais, ça a vraiment renforcé notre position et aujourd'hui on va récupérer des marchés. On peut parler
de l'aéroport ou de la Beaujoire, du FC Nantes, qui nous ont fait confiance. Et pourquoi? Parce que ils cherchent aussi ces valeurs-là et que moi, j'aime bien dire qu'on est une brasserie avec des convictions et qu'on est fidèle à nos convictions. Parce que tout le monde a plus ou moins des convictions, tout le monde a envie de faire bien pour la planète, tout le monde a envie de faire bien, enfin, pour faire évoluer les choses. Mais de là à le mettre en œuvre et de renoncer à des marges parce qu'on reste fidèle à nos convictions, des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, nous, on fait partie des brasseries qui restent fidèles à leurs convictions. On a le bio d'une part, on a le développement durable d'autre part, le local et par exemple la consignation des bouteilles. Ça fait 4 ans qu'on l'a mis en place chez les brassés. Et là, cette année, on passe une nouvelle étape où on élimine les cartons pour passer 100% sur de la caisse réutilisable consignée. Donc ça, c'est une étape, mais forcément, ça a un coût. Forcément, ça veut dire mettre en place une nouvelle logistique. C'est une nouvelle logistique, c'est plus d'espace de stockage, mais c'est aussi beaucoup plus durable. Et que derrière, on va forcément avoir des clients qui vont nous dire c'est compliqué à mettre en œuvre et tout. Donc forcément, on va avoir une perte, mais on va aussi récupérer des clients qui sont plus dans cette sur du long terme, qui sont des clients qui sont plus adaptés à ce genre d'usage, et notamment le CHR. Et donc tu m'as dit, finalement, tu évolues plus doucement en faisant comme ça, mais tu as envie que ça soit une marque quand même reconnue. Quels ont été pour toi les points les plus importants? Parce que c'est le sujet de l'émission, comment devenir irrésistible vis-à-vis des autres. Comment vous avez fait pour faire monter la marque, entre guillemets, et la faire reconnaître? Quels ont été les points les plus importants? Donc il y a vos valeurs, ça c'est sûr. Mais au début, quand on est tout petit comme ça, est-ce que ça a été par de l'événementiel? Est-ce que par de la communication? Est-ce que vous avez tapé aux portes? Comment vous êtes fait connaître au départ? Le point de départ, c'est ici en fait. Le restaurant My Pablo Picasso, c'est un peu le berceau et c'est là où on est venu aussi bousculer un petit peu les choses puisqu'on était un des premiers, on va dire, brewpub entre guillemets. J'aime pas trop ce terme parce qu'on n'est pas un pub, on est un vrai restaurant traditionnel, brasserie à la française. Où on peut manger à table et avec une carte type de brasserie. Et donc je dirais plutôt qu'on a une brasserie au sens propre. Ouais. Et en fait, on est venu bousculer les lignes parce qu'on a fait une déco qui est industrielle, qui est plus inspirée des États-Unis ou du milieu anglo-saxon. Et donc on a aussi bousculer un petit peu au niveau au niveau du design et au niveau de l'offre et on est devenu en fait un lieu de vie. Donc clairement on a déjà implanté la marque en tant que lieu de vie, en tant que on vend du bonheur quelque part, des parties des bons moments de sa vie en fait. Et ça se ressent beaucoup dans votre communication avec les termes que vous utilisez, les jeux de mots que vous utilisez, etc. On sent qu'il y a la recherche de la bonne ambiance, du bon moment, quoi. C'est vraiment ce qui est recherché, c'est le fait de donner du bonheur aux gens, c'est-à-dire que chacun se retrouve autour d'un verre les brassés, que ce soit dans l'établissement ou en dehors de l'établissement, et qu'ils partagent un moment convivial. Donc ça a été le point de départ de la marque. Et puis après, derrière, on a été reconnu aussi pour la qualité de nos produits, c'est-à-dire on a des bières qui sont très régulières, on a développé une gamme permanente qui est vraiment qualitative, avec des valeurs bien entendu. Et donc tout ça a apporté. Et puis après, on a aussi la communication autour de la bouteille, autour de nos étiquettes. Voilà, on a des couleurs souvent vives, on a des jeux de mots qui percutent. Voilà, notre emblème, c'est un peu Thank You Very Mousse qui devient presque une marque aujourd'hui. Et on a cette vocation à être un petit peu différent des autres. Enfin, on fait tous un peu des jeux de mots dans le monde brassicole parce que on joue avec le plaisir. Donc justement, c'est que les gens s'y retrouvent. Mais là, on a la base, c'est vraiment de donner du plaisir aux gens avec des produits de qualité, donc des bières de qualité, et puis avec derrière toutes des valeurs qui sont emmenées aussi dans les bières, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a eu
justement une recherche par rapport à, tu dis, les bouteilles colorées, ce genre de choses. Vous avez travaillé avec quelqu'un en externe par rapport à ça? Est-ce que vous avez aujourd'hui en interne quelqu'un qui s'en occupe? Comment ça se passe pour la communication aujourd'hui? Alors, on a toujours été accompagné par une agence extérieure. Depuis le début des brassées, depuis les débuts du projet même. Et puis depuis maintenant 3 ans, 4 ans, on a intégré sous forme d'apprentissage une chargée de com quoi, qui intervient à tout niveau. Donc là, aujourd'hui, c'est Léa qui gère cette partie-là et qui intervient au niveau des étiquettes, au niveau des réseaux, au niveau des supports. Là, on vient de développer tout un kit de communication à destination de nos partenaires, enfin clients surtout, et pour qu'ils puissent avoir du support en PLV dans les bars ou dans les caves ou dans les épiceries pour communiquer, pour faciliter la mise en valeur de nos bières. Et alors ça, c'est un peu ma partie, donc je ne sais pas si tu te penches dessus et ce que tu en penses, mais aujourd'hui, la communication sur les réseaux est presque obligatoire. Comment vous l'avez appréhendé? Est-ce que toi, tu vois des retours par rapport à ça? Est-ce que tu en vois un intérêt aujourd'hui, à part le fait d'être visible? Et qu'est-ce que tu en penses justement de cette communication-là, qui peut être super, comme des fois apporter plein d'ennuis? Bah aujourd'hui, de toute façon, ça fait longtemps qu'on sait que la communication sur les réseaux, elle est incontournable. Enfin, on n'a plus trop la possibilité. On est obligé d'être présent sur les réseaux. Ce serait un choix. Ça pourrait être aussi un choix de s'opposer à être présent sur les réseaux. Mais on voit bien, même si on sait, après une étude, parce qu'on a fait une étude un petit peu, pas une étude de marché, mais une enquête auprès de nos clients, qui a montré qu'au final, il y avait que 30% de nos clients qui étaient sensibles aux réseaux sociaux et qui s'informaient sur ce qui se passait au brassé via les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on a quand même 70% de nos clients qui sont pas trop, qui ne nous suivent pas sur les réseaux. Donc, mais ça reste quand même un bon moyen pour être visible. Aujourd'hui, tu le vois peut-être plus comme une vitrine que vraiment quelque chose qui amène les gens vers le... Ouais, c'est plus une vitrine pour être visible. Après, je suppose, c'est difficile à mesurer. On n'a pas d'outils de mesure aujourd'hui. Mais clairement, on se doit d'être présent sur les réseaux et d'animer, d'être moteur. Après, bon, on a les 3 réseaux principaux qui sont Instagram, Facebook et LinkedIn, mais avec chacun leur fonction, leur code et leur cible aussi et leur profil de client. Mais clairement, ça fait partie. Enfin, on a même TikTok aujourd'hui qui fait partie de la jeunesse parce que les jeunes qui sont sur TikTok aujourd'hui le seront encore pour quelques années et puis ils sont nos clients de demain. Puis maintenant, je suis de plus en plus surpris quand je regarde un peu qui utilise quoi. Au final, mine de rien, même un gars dans un bureau, il a TikTok. Et des fois, au travers de TikTok, il va aller en parler à son patron, etc. quoi. C'est pas rare qu'on voit des gens partager des diffusions sur TikTok. Donc aujourd'hui, voilà, les réseaux sont incontournables pour une entreprise de notre type qui cible, qui cherche à communiquer sur des produits, sur quelque chose de ludique, de loisir. Et puis qui joue sur une image. Qui joue sur une image contemporaine, active, jeune, voilà. Donc on est obligé de se mettre dessus. Mais c'est pas une unique vecteur de communication. Aujourd'hui, on a aussi d'autres. On s'aperçoit que le support physique est encore très demandé, l'affiche, des supports, des goodies, des supports, demandé autant par les clients que par des partenaires ou des... C'est pas forcément demandé, mais en tout cas, c'est dans un bar, une affiche, ça communique tout de suite. Ouais, bien sûr. La clientèle du bar où on a notre bière, forcément, s'il y a une affiche, ils vont l'identifier tout de suite. Ouais. Et j'aimerais revenir un peu sur le parcours par rapport à l'entreprise. Donc finalement, je trouve que 2016, aujourd'hui, ça a été quand même assez vite, tout ça. J'ai la sensation. Après, quand on est dedans, c'est peut-être autrement, mais par rapport à toutes les étapes, quelles ont été, on va dire, les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer? Est-ce que c'est par rapport à la production et créer ce réseau justement local? Est-ce qu'il y a eu des freins vis-à-vis de l'implantation? Sur quoi vous êtes un peu cassé les dents et il a fallu trouver peut-être des trucs astucieux pour avancer? Quand on est entrepreneur, ça va jamais assez vite. Oui, j'imagine. Parce que en fait, quand on a une idée tous les matins en se réveillant, je comprends. Les journées peuvent paraître longues et les mois peuvent paraître très longs et les années encore plus interminables.
Mais au final, ça va très très vite et 9 ans, c'est passé très rapidement. Et les freins, on en rencontre un peu tous les jours. Enfin, c'est sûr on s'est installé une année en 2016 où on était sur la lancée. En fait, on était en fin de la crise de 2007. Il y avait une dynamique qui était quand même vraiment bonne. On avait il y avait une énergie dans le CHR surtout, enfin même sur le bière artisanal où il y avait une énergie énorme. Donc on n'a pas trop senti les freins, même si on s'est positionné. En fait, les freins, c'était plutôt de dire sur quel sujet on se positionne pour développer demain. Okay. C'est-à-dire où on va. On s'est positionné sur plusieurs projets et ça a été très difficile à porter. Toujours dans le milieu. Ils sont toujours dans le milieu du développement externe. Donc voilà, notamment on s'est positionné sur un projet à Saint-Nazaire où on est toujours dessus mais soumis à des recours du voisinage sur le permis et ça fait déjà depuis 2018 que je travaille sur ce dossier. Donc maintenant, et puis après on a dû monter la brasserie, la deuxième unité de production qui a ouvert en 2020, donc la veille entre les deux confinements. Ouais. Donc forcément, ça pèse. Derrière, on s'est retrouvé avec un système bancaire qui devenait frileux et puis avec une inflation. Donc on va dire que les problèmes, ils n'ont pas manqué. Il fallait beaucoup d'énergie et avoir la tête bien sur les épaules pour arriver à emmener les entreprises. Et encore aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une crise économique, même si on n'en parle pas énormément. La crise est là et qu'elle est réelle. Et donc derrière, on est dans une dynamique plutôt où il faut faire un peu le dos rond. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à être présent. Et pour être présent, moi je pars du principe que les meilleurs moments pour innover et pour investir, c'est les périodes de crise, puisque c'est quand tout le monde dort qu'il faut rester éveillé. Ouais. Et donc, c'est pas les moments les plus simples pour porter des projets et pour porter des investissements. Mais là, à force avec une bonne équipe, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté, on arrive à faire des choses et que là, on a investi encore cette année et on va encore se différencier l'année prochaine avec des sujets comme de la bière en vrac, de la bière dans des tanks, la bière dans des beer trucks, de la bière dans des bouteilles consignées, dans des caisses consignées. Donc ça, c'est le demain. Et clairement, on est un des rares encore à apporter des investissements de cette envergure dans un monde où tout le monde cherche un petit peu à réduire ou cherche de la rentabilité. Et là, tu viens de parler d'investissement, d'avoir une bonne équipe. Quand vous avez débuté, donc j'imagine que vous n'étiez pas nombreux. Comment vous êtes entouré? Quelles ont été les premières choses? Vous vous êtes dit là, on a besoin d'aide, on ne sait pas par où aller, ou on a besoin d'expertise extérieure. Comment vous avez construit petit à petit l'équipe? On va dire que l'équipe de base du restaurant s'est formée assez vite. Au début, j'étais le seul brasseur. J'ai brassé des bières tout seul jusqu'en 2018. Après, il y a eu un brasseur avec moi, mais on n'était que deux. Et le reste de l'équipe, c'est la restauration. Et que les besoins en restauration et les recrutements en restauration, vu que c'est un système assez organisé, on identifie vite où il y a les besoins et que l'équipe s'est formée, on va dire, assez vite. On a démarré une douzaine de personnes et au restaurant, aujourd'hui, on a une quinzaine. Ouais, on est resté sur une équipe assez... on n'a jamais dépassé les 18, donc on a formé assez vite l'équipe. Pour la brasserie, ça s'est fait petit à petit et là on a construit un outil industriel, enfin industriel entre guillemets, on reste des artisans, mais l'outil il est quand même assez organisé avec des gens, des responsables pour la brasserie, des responsables pour le conditionnement. Donc là il a fallu recruter, former, mettre en place des gens et ça s'est fait sur 4 ans. Et puis construire aussi le volet financier de l'entreprise. Donc, ça s'est fait sur 4 ans avec un accompagnement de consultants RH, consultants en finance, des consultants en gouvernance aussi, parce que maintenant on est deux à la tête de l'entreprise. Parce que moi, je suis président de l'entreprise et puis Béatrice qui m'accompagne et qui dans la direction et qui est aujourd'hui directrice exécutive du groupe. Et donc, il a fallu construire ce duo. Il a fallu Et moi, je suis plus créatif, donc je suis plus dans le développement commercial ou le développement de l'entreprise. Je suis pas trop manager. Celui qui fonce. Voilà, moi, je suis plutôt, c'est ce que je dis, je suis l'empêcheur de tourner en rond. Donc, je suis celui qui amène l'idée, qui emmerde tout le monde.
parfois la bonne, parfois la mauvaise, mais en Ouais. tout cas, voilà, c'est celui qui permet au système de se régénérer tout le temps, quoi. Ouais. Puisqu'une entreprise qui dort est morte. Ouais, Ça, ouais. de toute façon, une entreprise, il y a un dicton qui dit tu t'endors, t'es mort, c'est la réalité. Donc on peut vivre quelque temps sur les acquis d'une entreprise, mais par défaut, une entreprise, c'est un élément instable, et donc moi, je suis l'élément instable. Dans les grosses boîtes, c'est quand il y a deux personnes, d'avoir l'innovateur et l'intégrateur, quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours su que de toute façon, j'étais pas un manager et que j'étais pas adapté à gérer. Enfin, je sais motiver des équipes et emmener des gens avec moi dans un projet, mais je sais pas les manager au quotidien. Enfin, j'ai pas j'ai pas ce sens du suffisamment de patience ou suffisamment Le plus important, c'est d'en avoir conscience. de calme pour arriver à piloter au quotidien, même si certains travaillent avec moi de manière très proche. Enfin, Léa, à la communication, elle est directement rattachée sous ma responsabilité parce que c'est un élément stratégique de l'entreprise. Mm. Le commerce est rattaché parce que c'est un élément stratégique de l'entreprise aussi. Donc là, voilà, et aujourd'hui, c'est là où il faut être entre guillemets manager, mais ça reste pour des ressources qui sont stratégiques. Et une entreprise comme ça, qui grandit assez vite, qui va un peu dans tous les sens, enfin en tout cas qui se développe sur plein d'aspects, est-ce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, c'est toute ta vie? Ou est-ce que il y a quand même une vie pro, une vie perso? Je pose cette question-là parce que à côté de tout ça, j'ai une autre émission où je parle plus de ma vie de papa, d'entrepreneur, etc. Et je suis toujours un peu curieux, en fait, de savoir quand on monte des boîtes comme ça qui grossissent. Euh, Moi, je me rends compte qu'avec ma boîte, c'est ma passion. Et je le vois pas comme un travail, en fait. Ça me fait plaisir d'y aller. Ben, on quitte jamais complètement l'entreprise, mais moi j'essaye quand même de faire une coupure intégrale au moins une semaine ou deux par an, Ok. où il y a une coupure complète parce que j'ai les ressources aussi, j'ai des cadres en Ouais, place l'équipe qui est là, sont quoi. capables de gérer pendant 2 semaines sans que j'ai besoin d'intervenir. Donc ça, c'est un confort parce que de temps en temps, il faut aussi que le cerveau il se repose. Mais clairement, moi, j'ai pas la sensation d'être tout le temps au travail en fait, parce que le travail, j'ai beaucoup de difficultés à faire la différence entre le travail et pas le travail, puisque moi, je peux me mettre au boulot à 8 heures le soir, comme je peux m'arrêter à midi parce que j'ai plus envie. Donc c'est Surtout, il y a un c'est- aspect, comme tu dis, tu es un peu le créatif dans tout ça, et voilà, celui qui mais pousse, donc c'est toujours moi, je sais galvanisant. pas à quel moment la création, enfin les idées, elles arrivent. Donc Ouais. je vis pas ça comme une contrainte, mais parce que moi, c'est mon choix de vie aussi. C'est-à-dire que j'étais pas fait pour faire 35 heures dans la semaine et 8 heures, voilà, et faire un 8 heures, 17 heures. Moi, j'ai pas envie mais je peux faire aussi des journées de 15 heures sans aucun problème. C'est pas, donc c'est pas ça, voilà, à la limite, l'usure, elle va être plus dans les contraintes qu'on va rencontrer, les conditions du marché aujourd'hui et de Ouais. travail. Ça va être plus ça qui va être perturbant et qui va Être fatiguer. pesant, ouais. C'est-à-dire, à la limite, c'est la charge mentale qui va plus nous user plutôt que le temps de travail, en fait. Et moi, je mesure même plus mon temps de travail. Je sais même pas combien d'heures je fais dans la semaine. Puis à la limite, Pas un problème. c'est pas le problème, en fait, parce que Et comment tu fais pour, justement, quand il y a des coups un peu difficiles comme ça et que tu as besoin de te ressourcer? Donc, tu m'as dit, des fois, tu fais une coupure dans l'année. Mais au quotidien, est-ce que tu as des échappatoires, des choses pour te vider la tête, que ce soit du Bah, sport, moi- autre chose, etc. Ouais, alors moi, on a une houblonnière dans le vignoble Ok. avec nos moutons, avec une équipe d'agriculteurs à la retraite qui s'occupe de cette petite houblonnière. Et puis quand j'en ai trop marre, bah, je prends ma voiture et je pars manger avec eux. Ah, trop bien. Et là, Ok. bah, ça dure l'après-midi souvent, mais au moins, bah, je suis dehors, on travaille un peu les houblons, on regarde un peu comment ça pousse. Et puis on caresse un peu les moutons et puis je rentre. Et là, souvent, je rentre assez détendu. Le retour aux Voilà. sources, à la nature, quoi. Après, voilà, ça va être plus. Puis de temps en temps, j'en ai marre et je coupe et puis je rentre chez moi ou je vais faire un peu de vélo. Enfin, il va y avoir plusieurs possibilités, mais le tout, c'est de pouvoir le faire et de savoir qu'à un moment, on est saturé et qu'il faut couper. Ou je vais à la pêche, ça me détend aussi. Ouais. Si on parle un peu de l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Bon, voilà, il y a une route qui a l'air de bien se dessiner, ça évolue bien. Est-ce qu'il y a
Alors peut-être qu'il y a des secrets, faut pas dire, mais est-ce qu'il y a des envies? Est-ce que tu as envie d'évoluer toujours dans la brasserie? Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais développer? Bon, on développe un peu, enfin, j'ai développé une autre structure qui s'appelle Cuve Concept et qui, qui vend du matériel, en fait, de service, des cuves notamment de service. Donc, comme on a ici au restaurant, des cuves qui servent à stocker la bière et pour l'événementiel ou pour le bar. Donc, ça, c'est une des pistes, mais c'est une des pistes de développement. Mais là, il y a encore beaucoup de potentiel dans la bière artisanale, surtout quand on a des valeurs et qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de développer notre marque. Et l'idée, c'est de faire des brassées un incontournable en région, quoi. Et que, qu'on soit une marque emblématique et reconnue pour la qualité de nos bières, pour les valeurs qu'on porte, pour l'équipe qui l'emmène. C'est-à-dire qu'on soit vraiment une sorte de marque incontournable La en suite, Pays c'est de la faire Loire. vraiment grandir l'image de la marque et vraiment Voilà. l'asseoir, quoi. Après, la manière dont on va le faire, aujourd'hui, je t'avoue que on a peu de visibilité sur les marchés. On voit que voilà, on est dans une phase difficile en termes économiquement, en termes de développement. Tout le monde bute sur parce que bah, le partenaire financier est plus trop là, le partenaire, enfin l'accompagnement, le marché est plus trop là pour porter non plus. Donc il y a une phase un petit peu où il faut savoir aussi se poser un peu, vraiment Consolider. renforcer nos bases. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le départ. C'est pour ça que j'ai une croissance moins rapide que certaines autres brasseries, mais je peux te dire que on a construit des bases très solides au niveau des brassées et qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer dessus. Et que beaucoup d'entrepreneurs, moi, en 21 ans, j'en ai vu des entrepreneurs monter très vite, mais retomber aussi vite qu'ils sont montés. Et que l'importance dans une entreprise, ça reste, et comme dans tout, hein, une construction, n'importe quelle construction, la base, c'est la fondation. Et que nous, enfin, je me suis employé à construire une base solide, des fondations solides sur laquelle on peut appuyer la croissance. Mais le développement, il se fera soit au fur et à mesure du temps et les opportunités qui vont se présenter à nous. Aujourd'hui, on a besoin de consolider financièrement notre entreprise pour qu'on devienne aussi, puisque c'est des bases pour se développer, c'est d'être solide financièrement. Enfin, ça reste Pour quand toi, même essentiel. justement, tu parles de l'aspect financier, tu parles de solidité. Pour toi, quels sont les trépieds, les points les plus importants qui font qu'une entreprise est solide? Il y a deux points essentiels dans l'entreprise et qui sont incontournables, capitaux propres et trésorerie. Ouais. Et c'est la base. Et Ok. donc, si on n'a pas ces deux qui sont réunis, eh ben, on n'a pas on n'a pas la capacité Pour encaisser, pour rebondir. encaisser des chocs comme on est en train d'encaisser aujourd'hui. Donc clairement, aujourd'hui, toutes les entreprises qui vont, malheureusement, qui vont tomber dans les mois qui viennent ou qui tombent déjà ou qui vont tomber, c'est un problème de capitaux propres ou de trésorerie. Mauvaise base financière ou pas d'argent pour financer le quotidien. Et ça, c'est le plus difficile. Et j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille d'entrepreneurs qui m'ont appris ces bases-là et mon père m'a toujours expliqué qu'il fallait toujours avoir un peu d'argent sur soi et toujours un peu d'avance pour au cas où il y a un problème. Mais voilà, c'est une entreprise. C'est pas un peu contradictoire avec ton esprit toujours d'innovation et de vouloir aller plus vite, etc. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que derrière, enfin, derrière chaque entrepreneur, malgré le fait qu'on soit créatif, on est des gestionnaires. Ok. Et moi, mon bac, j'ai passé un bac et c'était un bac de gestion. Et Ok. j'ai toujours été très, très à l'aise avec la comptabilité, toujours très à l'aise avec le côté finance. Et même, j'y prenais même du plaisir. Je prends même du plaisir. Ouais, j'ai une capacité à, à lire les comptes. Enfin, et je suis très à l'aise avec le système comptable. Et clairement, on a beau être créatif, on a beau être entrepreneur, on a beau avoir un cerveau qui est capable d'encaisser des chocs. La base de l'entreprise, c'est aussi de la gestion. Et il faut ça. Et c'est pas tout d'être créatif. Il faut aussi gérer euh, une entreprise comme, enfin, moi, je le fais en bon père de famille parce que c'est mes capitaux propres, enfin, et ceux de mes investisseurs qui sont des proches, qui sont dans l'entreprise. Mais clairement, il faut apprendre à gérer une entreprise et à savoir qu'est-ce qui fait gagner de l'argent à une entreprise. Puisque c'est pas un système associatif où on peut se permettre Bien sûr. d'en perdre, on vit pas de subventions non plus, et que derrière, bah, le seul moyen pour
évoluer, c'est d'être rentable et de gagner de l'argent. Par rapport à justement je reviens sur l'histoire de l'implantation qui est plus compliquée vu que vous travaillez en local et tout ça, vous n'avez pas eu envie de, par exemple, former des gens qui vont, tu vois, de leur côté, créer en local ce type de brasserie ou alors d'exporter le concept, mais pas forcément vous, mais en transmettant le savoir ou ce genre de choses? On pourrait, on est très formateur. Et chez nous, on a beaucoup d'apprentis, il y a beaucoup de gens qui sont passés chez nous, qui ont créé leurs entreprises derrière, voilà, que ce soit au resto ou même en brasserie. On a accueilli beaucoup de stagiaires qui étaient là pour se former, pour créer leurs propres entreprises. Donc on a quelques exemples qui ont d'anciens de chez nous. Et à chaque fois que c'est le cas, on accompagne ces projets, puisque moi, je suis très défenseur du milieu entrepreneurial. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui nous sollicite en interne avec un projet et qui veut créer son entreprise, clairement, il fait partie des gens qu'on accompagne. Donc ça m'est arrivé d'accompagner beaucoup de projets entrepreneuriales, des jeunes comme des moins jeunes, ou d'accompagner des entreprises qui étaient un peu en difficulté. Ça fait aussi partie de mes rôles, puisque toute l'expérience que j'ai acquis pendant ces 21 années, autant que je les retransmette et puis que j'évite à certains de faire les mêmes erreurs que moi. Donc ça, c'est une de mes fonctions aussi en tant qu'entrepreneur, puisqu'on n'apprend pas à être entrepreneur. Il n'y a pas d'école pour devenir entrepreneur. Même si certains se vantent d'être des écoles pour les entrepreneurs, ça n'existe pas. L'entreprise, malheureusement, ça s'expérimente et certains ont déjà peut-être des bases qui leur permettent de mieux passer les premières étapes de l'entreprise, ou d'autres vont être sur des marchés mais on fait tous des erreurs et parfois elles peuvent être fatales. Et même les plus expérimentés font des erreurs. Donc c'est pour ça que autant que on fasse profiter aux autres de l'expérience qu'on a acquis. Si on va gentiment aller vers la fin de l'émission. Si justement tu devais conseiller ou aider à quelqu'un qui veut créer son entreprise, et peut-être plus particulièrement un brasseur, quelles seraient les premières choses que tu lui dirais s'il veut commencer à brasser, commencer à vendre sa bière? Les points auxquels il faut faire attention, ou les éléments, justement, à éviter certaines erreurs qui ont pu être faites. Pour brasser la bière... Pas s'installer à côté de vous, parce que vous êtes trop gros maintenant. Mais... Ouais, alors nous, on est petits vis-à-vis du monde brassicole. Oui. La bière en France, c'est 22 millions d'hectolitres. On en fait 2000. Il y a encore de la place pour d'autres. Donc, non, la première chose, c'est bien dimensionner son matériel pour pas être en sous-capacité de production et ni en surcapacité de production. Et comment on identifie ça? C'est pas simple, je pense. Ça, c'est... On sait qu'aujourd'hui, il y a des niveaux de minimum de volume annuel pour arriver à être rentable. Ok. Et donc là, maintenant, en fonction... ça dépend aussi des marchés sur lesquels on se positionne. Mais donc, bien définir le marché sur lequel on veut aller, du CHR, du fût, de l'événementiel, il y a plusieurs types de marchés dans la brasserie. Bien dimensionner son matériel par rapport à ses besoins et le marché qu'on cible. Et puis derrière, calculer ses coûts de rentabilité, ses coûts de revient. On en revient à la gestion. Parce que la base, c'est de savoir combien on doit vendre pour être rentable. Et ça, beaucoup ont oublié cette étape. Et surtout, ne pas aller s'acheter une voiture neuve dès l'ouverture de la brasserie. Oui, j'imagine. Parce que c'est facile d'aller chercher un utilitaire neuf en leasing quand on commence à ouvrir. Et beaucoup ont fait cette erreur. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut la payer. Ouais. Et ne pas oublier aussi que le chômage ne dure que 2 ans. Et qu'au bout d'un moment, il faut se payer. Et l'intégrer directement dans ses coûts. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs tirent sur la corde longtemps avant de... Et ça peut pas tenir longtemps. Après, voilà, c'est une alchimie, l'entreprise. Donc, je peux donner plein de conseils, mais la base, c'est aussi la volonté d'aller entreprendre et de se battre quand il y a besoin d'y aller. Faut être un guerrier un peu. Ouais, je suis d'accord avec ça, carrément. Pour terminer, si tu voulais qu'on retienne un truc des brassés, pour toi, ce serait quoi? Tu voudrais qu'on dise quoi? Voilà, quand on pense les brassés, t'as envie qu'on pense à quoi? C'est quoi la première chose qui te vient, toi? Les brassés, pour moi, c'est le partage. On partage une bière, on partage des valeurs, on partage un plat, on partage des
des gens, on partage un moment, on partage du bonheur. Voilà. Le partage. Le partage, ça fait partie des grandes notions chez nous. D'ailleurs, elle est dans notre logo aujourd'hui. Les bières, les brassées à partager. Et parce que ce qu'on a identifié dans notre marque et dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on aime faire, c'est d'abord partager. Et ok. Et donc là, c'est les brassés aujourd'hui. Donc là, ça va être diffusé un peu partout, les réseaux, etc. Si on veut retrouver tout ça, donc j'imagine qu'il y a le site. Tu m'as dit, il y a Insta, il y a Facebook. On a site internet, on a Instagram, on a Facebook, on a LinkedIn, on a TikTok. TikTok, ouais, crédibilité. Ok. Et alors, donc ici, tu peux rappeler l'adresse. ici, c'est 5 Maille Pablo Picasso, le restaurant. La brasserie se situe au 24 rue Bélier, donc à 1 km d'ici. Est-ce que la brasserie, on peut la visiter, on peut la voir ou On pas? peut visiter la brasserie, Ok. donc ça se fait. On est ouvert à la brasserie en boutique et bar le soir jusqu'à 19h, du mardi au vendredi. Et les groupes peuvent visiter la brasserie sur réservation. Ok, très bien. Toutes les coordonnées sont sur notre site, lesbrassés.fr. Ouais, normalement Léa a tout noté comme il faut. Léa a dû faire le nécessaire pour que les clients puissent facilement nous retrouver. Très bien. Et retrouver aussi tous nos clients qui distribuent nos bières. Oui, bien sûr. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment top. Et puis, vivement la prochaine bière, en fait. Bah exactement. Bah merci pour l'invitation et puis c'est toujours un honneur de pouvoir partager l'expérience que j'ai acquise. Top. Merci beaucoup. À Allez, bientôt. coupez.